bienvenue chez les Jeudis de IK News. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter d'abord une bonne et heureuse année 2019. Alors, aujourd'hui, nous avons comme invité M. Momar Sokhna Diop, qui est enseignant. Alors, il est aussi écrivain, hein, donc comme nous l'avions dit au départ, que cette émission, ce qui est la thématique centrale, c'est la citoyenneté, voilà, c'est de réfléchir sur comment bâtir un bon citoyen. Et nous avions expliqué qu'il faudrait quand même une articulation entre l'éducation, la formation, citoyenneté, donc voilà, tout ça a une relation. Et aujourd'hui, nous allons aborder cette thématique d'éducation avec M. Momar Sokhna Diop, hein, enseignant, écrivain en même temps, et il y a un dernier livre aussi qu'il a écrit sur enseigner en banlieue. Donc voilà. Et la question que je vais d'abord lui poser concernant ce livre, ça parle de quoi? Et ensuite, est-ce que c'est uniquement ce livre-là que vous avez eu à publier ou bien vous avez aussi d'autres livres? Donc bonjour Monsieur Sega et puis bonjour à Monsieur Ndiaye, donc, qui est en train de nous interviewer. Avant de commencer, donc effectivement, je souhaite la bonne année à vous tous, mais également à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Je pense que c'est très important de commencer par là. Au-delà donc de ces remerciements et de ces souhaits, effectivement, bon, mon métier, c'est pas écrivain. Je suis un enseignant depuis une vingtaine d'années, professeur d'économie-gestion. C'est vague, hein, parce que quand on dit ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne aujourd'hui, en France, des élèves qui préparent un baccalauréat professionnel commerce et qui, bien sûr, préparent un BTS, management des unités commerciales. Donc, en fait, ce sont ces publics-là que j'accompagne vers la réussite professionnelle, vers l'insertion professionnelle, qui est extrêmement importante. Au-delà de ça, donc, effectivement, en dehors de ce livre que j'ai publié qui s'appelle Enseigner en banlieue, une mission possible, parce que je suis de nature très optimiste, hein, dans la vie, ce livre, en fait, il s'adresse surtout aux jeunes enseignants qui intègrent la profession et qui ne sont pas suffisamment préparés en amont. Donc, je leur donne effectivement les outils pour leur dire que l'enseignement, c'est un métier noble, mais ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Ça demande un accompagnement tout au long de sa vie. En dehors de ça aussi, j'ai parlé de l'éducation en Afrique, dans un ouvrage que j'ai publié en 2009 qui s'appelle « Quelles alternatives pour l'Afrique ?» où effectivement j'ai beaucoup parlé de l'éducation en Afrique, soulevé ces mots et proposé des recommandations. Et pour ne pas énumérer tout ce que j'ai écrit, je suis en train de publier également un ouvrage d'ici une quinzaine de jours aux éditions L'Harmattan, qui s'intitule « Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence ». Et dans cet ouvrage aussi, j'ai abordé un très bon chapitre, enfin un très long chapitre qui parle de l'éducation, de la refondation du système éducatif sénégalais. Et si vous voulez, on peut même démarrer par ça. Oui, parce que si vous pouvez nous parler un peu de cette refondation, votre conception de l'éducation par rapport à ce que vous appelez la refondation. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que l'éducation en France ou au Sénégal, qui est une copie, hein, je dirais, de la page sombre du système français, est un corps qui est malade. Hein. Elle est malade en France. Quand on va au Sénégal aussi, effectivement, on peut s'apercevoir assez rapidement que notre système éducatif a des difficultés. Il y a des grèves qui sont récurrentes. Comment dirais-je, aujourd'hui, si on peut parler de diagnostic, on peut dire que voilà un pays qui consacre un tiers de son budget à l'éducation. On l'estime à peu près à 360-380 milliards du budget de l'État. Et on constate aussi que 80% de cette masse financière est utilisée surtout pour
rémunérer le personnel enseignant. C'est ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement. Donc vous voyez bien qu'il reste une petite marge, effectivement, pour ce qu'on appelle les dépenses d'investissement. Et c'est là où il y a le problème. Parce que ces dépenses d'investissement sont couvertes surtout par les institutions internationales qui, effectivement, comme vous le savez, qui dictent maintenant l'orientation politique même que doit prendre notre système éducatif. Donc voilà le premier problème. Le deuxième problème qu'il y a, c'est que ce système éducatif-là, si on évalue les chiffres, hein, on constate que les taux de scolarisation sont extrêmement élevés. D'après les données de l'UNESCO, en tout cas, on atteint les 80% de scolarisation. Ça veut dire que les Sénégalais vont à l'école au début. Sauf que, quand on regarde sur un cursus, les taux d'abandon sont extrêmement élevés, surtout au niveau des jeunes filles, surtout dans les villages reculés. Quand vous allez par exemple à Ndandou, où je suis originaire, à l'époque, 80% des filles arrêtaient avant même d'arriver en CM2. Un autre problème, c'est les taux d'échec, qui sont extrêmement importants aussi dans tout le Sénégal. Et même, comment dirais-je, même ceux qui réussissent, ne servent jamais les bases productives de nos pays. J'en suis un exemple. L'éducation, le Sénégal a investi sur notre formation, mais malheureusement, on ne sert jamais nos pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, les formations que nous avons suivies n'aboutissent pas à des métiers, parce que tout simplement, nos pays n'ont pas développé depuis 1960 des structures productives capables de nous proposer des emplois par rapport aux réalités du pays. Ensuite, il y a effectivement une bonne partie aussi des Sénégalais qui réussissent même et qui ne trouvent jamais un emploi qui correspond à la formation qu'ils ont suivie. C'est là où il y a aussi une inadéquation entre emploi et formation. Donc, globalement, vous voyez quand même, il y a un pays qui investit pratiquement le tiers de son budget à l'éducation et il n'y a pas de retour à l'investissement. Donc la question qu'on peut se poser, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si j'investis pratiquement tout l'argent que je mobilise dans mon pays pour l'éducation et qu'il n'y a pas de retour, ben, on doit se dire qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, le problème, c'est que nos gouvernements, c'est là où je leur reproche beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce qu'ils font depuis 1960, tous les gouvernements successifs, hein, c'est qu'ils augmentent ce qu'on appelle le train de l'éducation pour justifier, bien sûr, un programme politique, etc. Ils vont emprunter de l'argent au niveau des institutions internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et ils vont construire des salles de classe, et malgré ça même, ils n'ont jamais réussi à résoudre le problème des abris provisoires. Donc, ils construisent des salles de classe, ils recrutent des enseignants, pour bien sûr qui prennent en charge les élèves. C'est ce qui s'est passé sous le gouvernement d'Abdou Diouf avec le recrutement des vacataires avec un niveau baccalauréat et qui étaient payés au SMIC. Donc c'est ce qui est inacceptable. Et le problème, il est un peu là. Donc c'est ce qu'ils font. Et moi, ce que je dis, et ce n'est pas moi qui l'invente, je reprends bien sûr la pensée de Joseph Kizerbo, qui disait qu'au lieu d'augmenter le train de l'éducation en construisant des salles de classe à gauche, à droite, il faut plutôt changer la direction des rails du système. C'est-à-dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, la refondation, pour répondre à votre question, doit aller dans le sens de revoir ce qu'on appelle les cursus. Au Sénégal, 90% des formations suivies sont dans les domaines littéraires. Hein? Et pendant ce temps, l'enseignement technique et professionnel est abandonné. Or, aujourd'hui, nous savons que pour effectivement refonder une éducation pour le développement, parce que c'est ça le combat qui est amené et que développent d'ailleurs des gens comme Ousmane Sonko, c'est qu'il faudra effectivement intégrer notre système éducatif aux ambitions de développement que nous devons mettre en place. Un exemple, aujourd'hui au Sénégal, je pense qu'un système éducatif pour le développement devra déjà tenir compte de nos ressources actuelles, les ressources énergétiques, le pétrole, le gaz, les produits halieutiques, comment dirais-je, le tourisme, qui doit être une industrie qu'on doit exploiter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons un gouvernement qui est ambitieux, des politiciens qui sont ambitieux pour leur pays, ils devraient proposer progressivement des formations techniques et professionnelles dans ces domaines-là, des métiers de la pêche. Okay? On peut effectivement, dans quelques années,
préparer effectivement des jeunes qui vont être qualifiés au niveau baccalauréat, BTS, même au niveau ingénierie, dans ces domaines-là, dans les domaines du pétrole également. Ça permettrait non seulement d'accompagner les élèves vers une professionnalisation, et puis bien sûr, ça nous éviterait d'utiliser effectivement l'expertise étrangère pour effectivement régler le problème du pétrole, etc. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour exploiter nos ressources, on est obligé de faire appel à l'expertise étrangère, parce que tout simplement, on n'a pas préparé en amont une élite, enfin, des Sénégalais capables effectivement de faire ce travail. Je crois que c'est extrêmement important de reparler ça. Si vous voulez, on peut y revenir. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, on doit coûte que coûte mettre en place, vraiment développer l'enseignement technique et professionnel dans les différents domaines dont j'ai expliqué. Ça existait à l'époque. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le système éducatif sénégalais, quand vous allez par exemple dans la région du Baol, il y avait les cadres ruraux de Bambey. Vous allez à Thiès, il y avait Polytechnique. Vous allez à Saint-Louis, pareil, à Ziguinchor. En fonction des ressources halieutiques, il y avait des centres de formation qui préparaient les gens et qui s'inséraient professionnellement. Mais tout ça a été dilapidé, bien sûr, sous le joug des plans d'ajustement structurel qui ont été imposés à Abdou Diouf. Mais moi, je pense que aussi Abdou Diouf et ses successeurs n'ont pas en tout cas réussi à renverser la tendance parce qu'il y a un manque de volonté politique. En tout cas, merci. Bon, si je comprends bien, là, vous prenez un modèle d'enseignement basé sur nos réalités, comme vous l'avez dit avec Joseph Kizerbo, qui a théorisé l'endogénéisation des connaissances, bien sûr, le développement endogène, c'est-à-dire un développement où on va baser notre modèle d'éducation sur les réalités du pays, donc essayer de les orienter de telle sorte que la formation sera en adéquation, avec les réalités, avec nos besoins. Donc comme vous l'avez dit, hein, avec le pétrole, je pense qu'on n'a pas encore une école qui forme des ingénieurs pétroliers, voilà, comme d'autres produits aussi locaux. À partir de ces produits, on peut effectivement, disons, former des ingénieurs. Par exemple, au niveau des ressources, il y a la tourbe aussi. Au Canada, il y a des masters de spécialisation en matière de tourbe. Et la tourbe aussi, actuellement, au Sénégal. Le Sénégal paraît que détient l'une des produits, comment dirais-je, en matière de tourbe, en soi, le Sénégal détient des matières premières extrêmement importantes. De première qualité, de première qualité au monde. Mais il n'y a pas d'orientation en matière de recherche, en matière de formation, d'enseignement. Donc il n'y a pas que le pétrole, il y a énormément de ressources. Et je pense qu'aussi, comme vous le dites, hein, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, donc c'est cette filière-là, je pense qu'il faut bien nous orienter dans ce sens. Hein, mais aussi, il y a, quand on parle d'éducation, il y a aussi ceux qui sont un peu en marge de la société, comme les talibés, ceux qui ne suivent pas un enseignement, disons, formel, scolaire, mais ils ont d'autres formes d'enseignement, dans les daras, ces gens aussi, je pense qu'il y a aussi une politique à mener en place. Je suis un partisan du développement endogène. Je pense que c'est extrêmement important. On ne peut pas développer un pays à partir de critères ou d'indicateurs étrangers. C'est ce que nous avons fait depuis 1960. Et effectivement, pourquoi on est tombé dans ce piège-là? Parce que tout simplement, le projet, en tout cas ambitieux qu'avait mis en place Mamadou Dia, a été bien sûr bradé pour des raisons que nous connaissons, hein, par bien sûr Léopold Sédar Senghor, en complicité avec la France. Donc moi je pense que aujourd'hui, et qui a été d'ailleurs repris par Cheikh Anta Diop et des gens comme Thomas Sankara, moi je pense qu'un pays doit se développer toujours à partir de ses ressources internes. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de faire sciences politiques ou de faire n'importe quelle école pour le savoir. Donc, pour revenir bien sûr à l'éducation, on ne peut pas avoir un système éducatif qui est dicté effectivement
par la France ou par les institutions internationales. C'est ce que nous avons fait depuis 1960. L'école sénégalaise telle qu'il est établie aujourd'hui a été une copie tout simplement. En plus, si on avait copié les bonnes pages, c'est une copie du système éducatif français. Et ce système même aujourd'hui en France est remis en question. Donc moi ce que je dis, et je ne le dis pas, je pense qu'il y a beaucoup de militants sénégalais ou panafricains qui le disent, c'est qu'aujourd'hui notre système éducatif doit tenir compte de nos réalités locales. On ne peut pas former des Momar Sokhna Diop ou des Ibrahima Ndiaye qui demain vont servir par exemple les autres pays. Hein? Parce que tout simplement les formations qu'on leur donne ne débouchent pas à la transformation économique par exemple de nos pays. Moi je pense que ça c'est une évidence. Donc je pense sur ce point-là on est d'accord. Demain en tout cas nous ce qu'on attend du régime qui va changer le Sénégal, ce sera un régime qui va se poser et qui va faire les assises de l'éducation. Ça a été fait par les assises nationales. Hein. Sauf que, bon, mais voilà, l'actuel président a mis ça de côté, a préféré son plan Sénégal émergent qui nous a coûté des milliards, alors qu'on avait un support qu'on aurait pu utiliser, renforcer et mettre en place un système éducatif intégré, ce que j'appelle un système éducatif intégré. Et pour revenir aussi à la question que vous m'avez posée, mais l'éducation, ce n'est pas seulement aller à l'école tel qu'il existe de manière formelle. Il y a effectivement les Dara qui jouent un rôle extrêmement important parce que, ne l'oublions pas, le Sénégal est un pays quand même qui est en majorité de religion musulmane. Je pense que le fait qu'il y a des Dara organisés, structurés, qui permettent à un certain nombre de jeunes d'apprendre bien sûr cette religion-là, de dire l'apprendre dans le sens de la connaissance, c'est toujours positif, c'est une valeur ajoutée. Maintenant, la question à laquelle il faudra répondre, et enfin, c'est aujourd'hui, ces daras-là sont en train d'être récupérés par l'Europe, surtout par la France, parce que tout simplement, ils ont un combat à mener contre, comment dirais-je, contre les mouvements terroristes qui s'installent, et ils se disent que en contrôlant les Dara, peut-être on dissuadera bien sûr ces mouvements-là. Mais bon, c'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne a investi beaucoup d'argent dans des pays comme le Sénégal pour effectivement contrôler les Dara. Mais moi, ce que je prône, c'est qu'en même temps qu'on apprend le Coran, on peut également apprendre, aller à l'école. C'est ce que nous avons fait, nous. Nous tous, nous avons été à l'école coranique, qui nous a beaucoup aidé même dans notre formation scolaire. Mais voilà, il faut corréler les deux, je pense que c'est extrêmement important. Ça permet de former un citoyen sénégalais qui connaît sa réalité locale. Et ce citoyen qui connaît les réalités locales, c'est le citoyen qu'on attend pour transformer le pays. Là, vous avez parlé, vous avez dit qu'effectivement, il y a une adéquation entre cette éducation et nos réalités sociales. Effectivement, le système LMD le prouve parce que c'est licence, master, doctorat, c'est calé sur le système européen aussi, qui a le même système, particulièrement la France. Et aussi, je pense que c'est les mêmes disciplines, c'est les mêmes, voilà. Ce qui fait qu'on a un souci avec ça. Et cette éducation ici n'est pas financée comme ça devrait ça devrait l'être, hein, parce que le financement avec le plan PSE, le plan international, donc le gouvernement, ce qu'il a prévu avec le premier plan de financement qui nous a coûté plus de 3 000 milliards dans le secteur éducatif, on n'a pratiquement rien vu, quoi. Donc voilà. Alors, ce qui fait que cet aspect-là aussi est négligé. Alors là, la question aussi que je voudrais vous poser, c'est quelles sont les priorités, voilà. Donc on parle parfois d'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, moi ce que j'entends par l'éducation prioritaire, c'est que j'ai dans l'ouvrage dont on parlait tout à l'heure, qui s'intitule « Enseigner en banlieue, une mission possible », je me suis assez exprimé là-dessus. Parce que ce que je constate, c'est que ce soit en France ou au Sénégal, on a un système qui est élitiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des critères d'évaluation qui font que quand un élève est bon, il a 18 en mathématiques, il a 15 en français, on va lui dire « t'es bon, donc t'es bon pour aller en section générale ». Ok? Par contre, tous les élèves qui ne parviennent pas à obtenir ces résultats jugés satisfaisants, on leur dit « vous êtes bon à rien ». Et puis bien sûr, et derrière ça, on leur propose rien du tout. Et quand on prend le cas du Sénégal, effectivement, c'est très récurrent.
dans un pays où quand même 80%, enfin j'exagère peut-être, où la plupart en tout cas des Sénégalais sont issus de familles modestes, voire défavorisées. Déjà, il y a le problème de la langue qui est un handicap, etc. Donc, on est dans un pays où, quand tu es bon, effectivement, 10% de la population qui arrive à réussir à l'école, on leur dit vous êtes bon, et le reste sont oubliés. Donc moi, c'est là où je dis, effectivement, si on avait un système qui est ambitieux, on peut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif devrait être d'accompagner tous les élèves vers la réussite. Mais comment? Et c'est là où je propose dans mon ouvrage, en disant qu'il faut changer les méthodes tout simplement d'accompagnement des élèves. Un exemple, moi ce que je fais en tant qu'enseignant depuis 20 ans, je travaille dans des zones difficiles qu'on appelle des REP, réseaux d'éducation prioritaire. Ce que nous faisons, c'est que les élèves, nous leur proposons ce qu'on appelle une pédagogie différenciée. Parce que quand vous avez une classe, dans une classe, 24 ou 30 élèves qui n'ont pas le même niveau, qui n'ont pas les mêmes motivations, qui n'ont pas les mêmes ambitions, je pense que on ne peut pas leur donner un cours conforme. Ça c'est évident. Donc nous, ce que nous proposons avec les personnes avec qui je travaille, c'est bien sûr de leur proposer un accompagnement personnalisé. Comment ça se passe? Ça veut dire qu'en début d'année, on réalise des entretiens diagnostiques et à partir de ces entretiens diagnostiques-là, effectivement, on cale la façon dont nous faisons nos progressions, la façon dont nous préparons les cours, nous les animons et nous les évaluons. Un exemple simple. Moi, je propose une évaluation, ce qu'on appelle sommative. Ça veut dire qu'à un moment donné, on prépare les élèves et on leur propose un devoir sur table. On met des notes. Moi, ce que si par exemple un élève a 5 sur 20, moi je ne suis pas dans la note sanction. Je m'appuie sur ce 5 sur 20 là pour savoir ce que l'élève sait faire, je valorise, et ce qu'il ne sait pas faire, effectivement, on propose ce qu'on appelle des remédiations. Et si vous le faites, vous proposez cette façon de faire là à tous les élèves, c'est là où on va les faire progresser. Et ça, c'est extrêmement important. Au Sénégal, ça n'existe pas. Au Sénégal, effectivement, quand vous regardez les discours qui sont en tout cas très médiatisés, pas plus tard que la semaine dernière, je vois par exemple le ministre de l'Éducation nationale qui se vante de récompenser par exemple des enseignants parce que c'est les meilleurs enseignants. Non, c'est ça. Moi, je pense que ce n'est pas une politique à mettre en place. Tous les enseignants du Sénégal sont bons. Ils peuvent avoir des difficultés, effectivement, par rapport à des données qu'on peut savoir, mais l'objectif d'un ministère, ce n'est pas de dire tel enseignant est le meilleur ou tel élève est le meilleur, les autres sont mauvais. Le rôle, en tout cas, d'un ministère, c'est d'accompagner tous les enseignants vers la réussite de leur métier, comme on doit le faire aussi pour tous les élèves. Donc c'est ça que j'appelle l'éducation prioritaire. Et effectivement, au Sénégal, c'est un système qui n'existe pas. On est toujours dans la sélection, comme la France. Les meilleurs, on les prend, vous êtes bons, vous faites les grandes écoles, et les autres, ils sont laissés pour compte. D'ailleurs, c'est pour ça, aujourd'hui au Sénégal, d'ailleurs, moi, je me suis intéressé un peu à des statistiques. Je suis allé au Sénégal pour me renseigner, mais aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune statistique qui montre, qui évalue le nombre de Sénégalais qui sortent du système sans qualification. On ne sait pas. En France, on le sait. Aujourd'hui, on sait qu'en France, environ 100 000 jeunes sortent du système sans diplôme, sans qualification. Et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Au Sénégal, il y en a sûrement beaucoup plus, mais on ne sait pas. Et effectivement, le rôle d'un système éducatif, ce n'est pas de trier les élèves par rapport à ces critères que je suis en train de dire. Le rôle d'un système éducatif, c'est d'accompagner tous les élèves vers la réussite. Et c'est là où, effectivement, il y a une marge de manœuvre. Si on avait un système ambitieux, je pense qu'il devrait se dire, voilà, depuis 50, 60 ans, je forme des Sénégalais qui ne servent jamais leur pays, mais j'essaie au moins d'expérimenter ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire que de renforcer la voie technologique et professionnelle, ne serait-ce que de l'expérimenter. Sur certains secteurs, on peut le faire. On peut le faire, par exemple, dans le domaine des produits halieutiques. Former, moi, là où je travaille, par exemple, je suis dans un lycée qui a
filière tertiaire, on forme au métier de la vente et du commerce, mais en même temps, on a un département des métiers de la mode. Moi, j'interviens dans ce secteur-là en économisation de production. Au Sénégal, où le métier de la mode est une opportunité extrêmement importante, tous les Sénégalais s'habillent du matin au soir, mais on n'a même pas une industrie de la mode qui forme des gens qualifiés dans ces métiers-là. Pour acheter même des tenues pour nos gendarmes, on est obligé d'envoyer des Sénégalais les acheter en Turquie. C'est inacceptable. Donc vous voyez, ce que nous sommes en train de dire là, l'éducation, c'est un enjeu extrêmement important pour un pays. On ne peut pas développer un pays si on ne réfléchit pas sur un système, une politique éducative à mettre en place. Tous les pays, en tout cas aujourd'hui, qui sont émergents, tous les pays développés, c'est des pays qui ont un système éducatif extrêmement puissant. Mais nous, voilà, on se contente du confort parce que c'est beaucoup plus facile de copier le système français, d'aller demander de l'argent de temps en temps aux institutions internationales, de construire des classes à gauche, à droite. Ça, c'est beaucoup plus facile. Mais mettre en place un système de réflexion qui va transformer les curricula, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et puis bien sûr, ça enlève certains avantages à ces gens qui profitent du système. Parce que ne l'oublions pas, le système éducatif est un système aussi où effectivement il y a la corruption qui gangrène ce système-là. Effectivement, moi en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un état général des éducations. Il va falloir qu'on s'assoie à un moment donné et réfléchir sur quel type de citoyen nous voulons former. Est-ce que nous voulons former un Sénégalais qui va être utile au Sénégal ou on doit continuer à former des Sénégalais qui ne servent jamais les bases productives de leur pays? Ça, c'est des choix. Moi, en tout cas, mon choix, c'est demain qu'on oriente le système vers ce que je suis en train de dire. Et puis, bon, ce sera le salut du Sénégal. C'est comme ça qu'on va retrouver notre souveraineté, je pense. Merci. Momar, parce que, voilà, comme vous le dites, je pense qu'il y a le modèle social qu'on doit réinterroger pour voir quel type de citoyen dont nous avons besoin. Et je pense, comme le disait l'autre, éduquer ou périr, parce que l'éducation, c'est la base de tout. L'éducation, c'est l'âme d'une société, effectivement. Et donc, voilà, en tout cas, nous vous remercions pour ce que vous avez pu nous expliquer concernant l'éducation. Donc, votre dernier mot. Moi, mon dernier mot, c'est d'abord de vous remercier de m'avoir convié quand même sur ce plateau pour discuter un peu de ce problème-là crucial qu'est l'éducation. Mais en tout cas, moi, comme je l'ai exprimé, c'est un débat d'idées. Je pense qu'il n'y a pas une vision figée, en tout cas, du système. Mais bon, la contribution que j'ai essayé d'apporter, c'est bien sûr, elle est basée tout simplement sur mon expérience personnelle en tant qu'enseignant. Et puis, deuxième chose, sur, bien sûr, un rappel, c'est tout simplement des rappels, parce que je pense que la vision que je suis en train de défendre, que nous défendons, c'est une vision qui a été déjà élaborée par des gens comme Mamadou Dia, Cheikh Anta Diop, bien sûr, qu'on a tendance à oublier. Moi, je pense que notre rôle aujourd'hui, en tout cas, c'est de nous réapproprier de ce système-là, de l'améliorer. Et puis je pense que si nous le faisons, ce sera le salut, en tout cas. On pourra en tout cas résoudre la problématique auquel on est confronté depuis les indépendances, c'est-à-dire que la question du sous-développement. Je pense que le jour où on arrivera à former un Sénégalais capable de contribuer au développement de ce pays-là, je pense que ce sera notre salut. Et l'éducation a un rôle extrêmement important à jouer là-dessus. Voilà. Et comme disait Cheikh Anta Diop, ce qui est important, c'est pas ce que nous sommes en train de faire, c'est pas une course olympique, c'est de poser correctement les choses. Et je pense qu'avec le temps, on y parviendra. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, c'était un plaisir pour moi de vous inviter ici dans ce plateau. En tout cas, merci. De rien, c'est moi. Et nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, à la semaine prochaine pour les jeudis de IK News. Donc voilà, merci.